Le Conseil électoral provisoire poursuit son chemin. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le porte-parole Franz Bernardin a annoncé de nouvelles dispositions prises par le CEP en vue de permettre aux journalistes d'être informés en temps réel de l'évolution du processus électoral. C'est une façon aussi de tenir informés les intéressés sur la question électorale. Contexte ça, je dis à son contexte côté que nous voulons avancer. Conseil là quoi que doit avancer avec un processus qui initié déjà. Il y a une pile d'étapes que le Conseil a déjà franchi et le Conseil a continué toujours pour le capable jusqu'à ce que nous capables de parce que nous-mêmes, nous visons réussite. C'est ça que fait devise Conseil là, c'est Excelsior. Donc pour BED avec Bekyo, si nous avons été là au départ, nous sommes capables de dire que pendant ces derniers jours, il y a un pile de travail qui est fait dans les différents départements, presque dans les 10 départements. Pour prendre par exemple, pour prendre Grand'Anse, pour prendre Nord, pour Nord-Ouest, pour prendre Sud, Sud-Est. En pile côté qui est en fait comme si il y a une installation même qui fait, surtout au niveau des beds. Et non seulement ça fait tout, gagner installation de matériel électronique pour Internet, pour capable commencer dans les prochains jours, commencer non seulement recevoir inscription, mais pour communication permanente, ça capable de prêter entre les différents becs, avec exactement bureau central ça, dans un souci de compréhension, de formation, pour que nous capables bien assez d'éléments tout nous-mêmes tout, pour ces pays capables de partager avec la presse, partager avec les différents acteurs, partager avec les différents intéressés. Donc c'est ça nous capables de dire, donc en Peter avec qui fait tout, il a fait une évaluation physique tout. De par exemple espace physique pour qui gens que différents becs qui répartis à travers le pays pour qui gens que comment disposition nombre de chaises tout bagage ça qui vous permettre que différents candidats ou différents intéressés pour jouer un espace assez confortable même si c'est pas à 100% mais un minimum qui fait pour recevoir chaque candidat qui est capable de venir. Troisième élément à tout parce que nous connaissons que il y a d'autres points pour être capable de visiter pour capable voir comment espace là qui gens et location tout bagage ça ou ensemble de points intéressants que nous sommes capables de gagner pour aborder peut-être de temps en temps pour nous capables de prendre évolution tout pour le sud-est nous connaissons que qui ça qui est passé nous connaissons que tu refait examen nous par exemple de nouveaux becs qui formés installation même commencé je dis à tous deux mes processus d'installation à continuer toujours une façon pour capable au moins montrer que nous-mêmes n'a pas avancé avec processus là CPA voulait aller de l'avant et je crois que c'est ça que nous-mêmes, toute fierté CEPA, c'est pour être capable de réussir ce processus-là. D'autant que CEPA, comme nous connaissons lui-même, c'est une institution à caractère purement technique qui voulait avancer avec un processus électoral et il a souhaité réussir. Désormais, les BED et BEC sont dotés d'installations informatiques pour faciliter l'inscription des candidats. 107 partis ont déjà activé leur code, 147 candidats à la députation et 27 au Sénat se sont déjà pré-enregistrés en ligne. Dans le Sud, un candidat s'est enregistré dans le BED. L'ingénieur Jean-Philippe Augustin explique au micro de Moralus Fablemont. Depuis le 6 avril, nous demandons partis politiques mettez-nous en contact avec les techniciens pour nous être capables de réaliser une procédure nouvelle, une procédure administrative qui demande que les partis politiques fassent ça le pré-enregistrement online de candidats avant que le candidat soit présenté dans le CEP. Et ils soumettent nos formulaires et actuellement, côté ma parole, il y a 107 partis politiques qui ont déjà activé le code et les partis politiques sont déjà apportés candidats. Au moment que ma parole là, au niveau de la députation, matériellement checké, nous avons 147 candidats à la députation sur tout le territoire qui est déjà préenregistré. Nous avons 27 candidats au Sénat sur tout le territoire qui est déjà préenregistré. Et maintenant, au niveau BED du Sud, nous recevons un dépôt de candidature d'un candidat au Sénat. Et tout ceci, ça continue à faire online. C'est-à-dire que les candidats apparaissent dans le BED là, le dossier déjà dans le BED là au niveau technologie qui permet que le candidat lui-même lui fait et dépôt de candidature. Ça passe très bien. Et au fur et à mesure que nous avons avancé dans le processus, il faut me dire que nous jouons une collaboration, une très grande collaboration des partis politiques. Nous avons des difficultés probablement pour notre code, nous jouons du support ça au niveau CEP et au même tout comme utilisateur principal du système, nous faisons plusieurs recommandations pour que nous-mêmes nous porter des corrections à ce système au fur et à mesure. Ça marche bien. Dans le week-end, nous avons une mission des missions qui allent dans tout le département qui fait des installations au niveau de tous les beds, ordinateurs, connexion Internet, imprimantes, etc. Donc qui permettent que nous-mêmes, en total contact avec BEDNUO, nous en contact permanent avec les partis politiques et tout, qui a fait le processus de pré-enregistrement. Tout se passe très bien pour le moment. Et déjà, quand on me dit nous matin, nous recevons un dépôt de candidature dans le Sud. Et nous attendons à ce que les candidats commencent à présenter dans BEDNUO pour être capable de faire
et dépôt de candidature ça qui fait tout online aussi ben c'est ça l'utilisateur c'est Bedio qui apporte parce que les candidats apparaissent dans bed là il ba numéro signé membre bed là taper signé le dossier à venir devant donc qui permet que dit bon OK moi c'est pas telle pièce sauvegarder et puis nous-mêmes déjà à la seconde nous connaissons qui est-ce qui enregistré qui côté. Les Haïtiens de la diaspora ne pourront pas exprimer leur droit de vote lors des prochaines élections, des propos tenus par le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Édouard Valmé. Ce dernier croit que le problème lié aux droits civils et politiques des Haïtiens de la diaspora peut être résolu par l'adoption d'une loi élaborée et votée par les autorités compétentes du pays, suivant Édouard Valmé. La réponse pour le moment c'est non. Il va capable. Mais le gouvernement a travaillé d'arrache-pied, surtout avec l'ONU, pour mettre sur place, dans tout consulat et mission diplomatique, tout système en place pour la diaspora capable de voter. La table de concertation populaire annonce pour ce mercredi 15 avril un sit-in devant le parquet de Port-au-Prince. L'objectif est de forcer la justice haïtienne à intenter une action en justice contre l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte et pour qu'aucune décharge ne lui soit accordée en vue de sa prochaine participation aux élections présidentielles. Les propos de Biron Odigé et André Fado sont recueillis par Nancy Lenné. Après plus passé 3 ans de mobilisation dans la rue pour exiger démission équipe tête calée, équipe corrompue, nous voulons parler des chefs corrupteurs là, nous voulons parler de M. Matéli avec Laurent Lamotte. Aujourd'hui, nous constatons, après 3 ans de mobilisation contre Matéli, contre et sélection qu'a fait dans le pays, nous constatons en pile de partis politiques qui étaient dans la mobilisation ensemble avec nous. Ils ont cassé chaviré et ont participé dans l'obéi, sélection, coup d'état électoral pour voir Michel Malfinian a préparé pour la pays en plus Tchouboum. Et nous constatons tout. Matéli, en tant que chef corruption, a travaillé pour légaliser l'autre chef corruption pareil. Nous voulons parler de Laurent Lamotte pour participer dans l'obéi électoral. Par contre, nous-mêmes, organisation SAYO, mercredi 15 avril qui va venir là devant parquet Port-au-Prince. Comme Samatéli a préparé pour légaliser la mode pour participer dans l'obéi sélection, c'est en concertation avec le parquet de Port-au-Prince, avec la justice haïtienne, l'a préparé pour le fait. C'est ça que fait nous-mêmes, organisation SAYO, nous casser rendez-vous mercredi 15 avril qui va venir là devant parquet Port-au-Prince pour demander à la justice pour arrêter la mode. Pour arrêter la mode pour crime corruption, pour crime économique, pour crime moral, pour crime de vie humaine. Laurent Lamotte fait dans mi-temps société, au lieu de la mode arrêter, nous avons des tentatives qu'a faites pour légaliser. Par contre, nous-mêmes nous venons dire avec la population pour nous inviter, toute organisation de base, tout militant conséquent et tout l'autre citoyen qui n'est pas d'accord avec l'obéi qui a préparé la pour faire dans le pays pour venir protéger dans le site pour une mobilisation, lui-même n'est pas campé. Je dis à tout le monde constater, après gagote, théâtre, sélection ou bien élection qui finit faite dans l'Oasis là, eh bien, si parti politique qui dit, moun qui dit que c'est leader politique, qui n'a pas révolté contre le pouvoir en place là, c'est que je pense que moun sa yo, Jean Toussaint Dadia, ou bien est-ce qu'il n'y a pas moun Jean Desalines Dadia. Eh bien, je dis à l'on prend ensemble des leaders politiques pour mener au Oasis et puis les arriver pour aller exiger que malgré différences idéologiques, il faut que dégagez pour réduire tête à 25 partis politiques ou bien à 10 partis politiques ou bien 10 plateformes. Nous trouvons ça c'est un affront que lié et tout le monde qui fait politique sérieuse, il a de lui-même révolter et il a de retirer quoi parce que tout le monde constate ça que pas fait là. Il est capable de tout l'autre nom, mais il n'est pas capable de réaliser élection libre, honnête, crédible et démocratique dans le pays. Ça, c'est ta responsabilité. Tout citoyen, mais responsabilité leader pour rejoindre nous dans la mobilisation que nous avons menée. 2, je dis à nous tous constater le rapport Cour supérieure des comptes, dit très clair. Gagner 328 millions de dollars que vous n'êtes pas capable de joindre
aucune note pour eux, ils ne sont pas capables de une trace. Eh bien, l'agence a équipe la mondiale, dans primature, il y a lancé de côté, ils ne sont pas capables de justifier. Il y a un bon parti dans l'argent Petro-Caribéa, qui subit des comptes pas capable de justifier, pas qui côté bagage ça au fait, qui côté au passé. Gagner l'argent cyclone, il n'est pas capable de explication. Comme Uruguay, mais ça montre à clair que son équipe lui-même qui était prêt pour gagoter, piller l'argent pays. Nous-mêmes, en tant que citoyens et citoyennes, qui sont responsables, qui fait partie de la société civile, là, qui lui-même défend l'intérêt peuple, nous dit que bien l'État, l'argent l'État, il n'est pas bien personnel, bien privé, personne, il n'est pas bien ni maman, ni papa, ni Kaplim, ni Lamotte, ni Matéli, mais c'est bien privé, peuple haïtien, que nous-mêmes, nous devons défendre l'intérêt masse peuple. Mais dans le cadre de ça, nous dit que nous avons fait 2 journées de sitting, mercredi 15 ans, devant paquet, et nous demandons avec la justice, s'il n'y a pas de code pour mettre bandit légal en bas code, pour crime politique et crime économique, il fait un dans pays ça, chercher faire ses sauts, chercher fil courant, parce que faut nous marrer bandit légal qui finit gagoter l'argent pays. L'Union nationale des normaliens haïtiens annonce pour le 27 avril prochain la reprise de la mobilisation à travers le pays en vue de contraindre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de respecter leur engagement vis-à-vis des enseignants. Josué Mérilien, coordonnateur de l'UNO, critique la lenteur observée dans l'application des protocoles d'accord signés entre les organisations syndicales et l'État haïtien. Suivons Josué Mérilien. Samedi 11 avril, la Coordination nationale d'UNO est réunie. C'est la deuxième instance de décision en l'UNO pour Congrès. Nous avons tablé sur plusieurs points. Pour préparer, nous avons fait analyse de conjoncture. Et nous, analyse de conjoncture, nous voyons que c'est l'élection qui est priorité, je le dis, c'est l'élection qui est devant la scène. Le gouvernement n'a pas l'autre priorité que l'élection. Donc, question d'éducation, l'autre problème social, pour santé, problème grand goût, problème chômage, ça n'a pas de priorité du gouvernement, je le dis. Et que, à la conjoncture, vous dites que si enseignants, parents, étudiants, élèves, et restent sous bloc glaciaux, tout problème dans le secteur de l'éducation a prêté telle face, il va apporter des solutions à eux-mêmes, parce que l'éducation par priorité. Donc ça, là, on a finalisé la conjoncture là, on a analysé la situation d'éducation, la situation UNO dans tout département. On a analysé qui niveau respect, accord, à qui niveau accord qui signé 13 mai à dernière là, accord qui signé 30 janvier 2015 là, à qui niveau respecté, et côté groupe de 40 points qui vont jamais sur route et pour respecter, là nous analyser une série de dossiers que UNO gagné de ces dirigeants, membres UNO dans tout le pays, qui ont boycotté dans le ministère, nous avons décidé, faut nous élaborer un agenda de mobilisation qui est tenu sur plusieurs mois, qui a commencé de avril jusqu'à octobre-novembre 2015, de manière pour qu'il y ait une mobilisation en tant que secteur d'éducation, pour faire que le gouvernement obligé de mettre l'éducation en priorité. Donc, dans ce sens, la coordination nationale là, c'est la deuxième instance en l'UNO, décidé que 27 avril, dans tout le pays, a bien un mouvement de mobilisation. Si, arrivé 24 avril, il y a une réponse qui portait 1, sur la question arrêt salaire. Par exemple, le gouvernement a dit la paye 2500, engagement pour payer 2500 enseignants dans le mois de mars. Donc, ça, par exemple, c'était 1000, c'était 1500, c'était 2000 qui recevaient échec. Ils ont dit que ça connaît ce chèque, il y a un problème d'IF ou bien il y a un double emploi. C'est par exemple une liste qui sortit qui dit combien d'enseignants qui sont dit ça, qui gagnent un problème NIF, pour que les enseignants soient capables rapidement de récupérer ce NIF là. Combien d'enseignants qui ont double emploi et que ils ont été remplacés par des enseignants qui enseignent pas, ça peut encore dire. L'UNO monte au créneau pour dénoncer l'augmentation vertigineuse des taxes dans le pays et accuse le pouvoir en place d'être impliqué dans des cas de corruption qui exigent une enquête approfondie de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Eben Skader, coordonnateur communal de l'Ouest de l'UNO, se dit profondément préoccupé face à l'augmentation du prix exigé pour l'émission de passeports. Il exige des explications sur le dysfonctionnement des services au sein de l'immigration. Eben Skader. Un objectif principal de la conférence de presse là, c'est continuer à informer la population de diverses activités que nous entreprendre
dans le cadre de commémoration 24e anniversaire UNO. Donc, il y a deux gros l'autre activités et nous allons réaliser là. D'abord, nous avons pour faire tourner à travers les 10 départements et qu'à travers tourner, ça va avoir un ensemble de débats. Et que débat ça a un rapport ensemble avec des thèmes qui sont liés à l'éducation, que ce soit la question de la condition enseignante ou sinon, quelque part, c'est comme la place de la question scolaire dans l'agenda et dans l'agenda ensemble de leaders politiques qui bataillent pour capable de pouvoir. Donc ça c'est une activité, c'est tourner à travers les 10 départements côté que un ensemble de débats qui va le faire. Ensuite, et je cap 2 mai 2015 là, une grosse activité n'a réalisée et que activité ça c'est principalement une activité à caractère culturel. La donne a gagné un ensemble d'artistes connus qui pourraient présenter un ensemble de prestations et que là nous avons invité toute population. Et deuxièmement, ça très intéressant c'est que au sein de l'UNO, nous avons dénoncé sévèrement le gouvernement Matéli Paul là qui décidait au fur et à mesure casser pour être population casser pour être citoyen non prend taxe pendant ce temps ou pas qu'à jouer un service. On dirait qu'au fur et à mesure la population paye plus taxes, la joue moins service. 13 avril 86, 13 avril 2015, la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs haïtiens CNEH, leurs 29 années d'existence, les responsables à l'occasion, un bilan des travaux déjà réalisés dans le secteur éducatif haïtien. Des nouvelles perspectives sont annoncées pour le 30e anniversaire, dont la construction de leur siège social. Magali Rose Thérèse Georges est la secrétaire générale de la CNEH. 29 ans plus tard, CNEH a continué la bataille pour nous joindre et place vraiment comme citoyens, membres de fonction publique là, en dedans fonction publique là. Nous bataille tout pour grille de salaire là appliquée. Parce que le métier professeur de l'école là, c'est pas un métier qui est hiérarchisé. Nous avons commenté comme professeur de l'école, vous passez toute vous dans la salle de classe, seul moyen pour ou cap marquer ou cap prendre grade dans le métier, c'est pas salaire. Donc grille de salaire là, c'est principal bataille nous pour année cap venir et n'a continuer dans ça. CNEH tout a souligné que il passé 29 ans, il y a 13 fédérations dans 10 départements pays, il y a 85 associations communales. CNEH, c'est une organisation qui fait congrès chaque 3 ans. En 29 ans, nous faisons 9 congrès et nous sommes 6e secrétaire général. Est-ce que nous sommes satisfaits du travail pendant 29 ans sur le terrain? Nous ne pouvons pas dire nous satisfaits puisque l'objectif que nous avons tête nous en 89 nous pas atteint. C'est quand même 200 000 professeurs qui sont recrutés et ils sont recensés dans la fonction publique là. Donc jusqu'à présent, on a 13 000 membres. Ça veut dire l'objectif que nous avons fixé nous en 86, ça ne va pas atteindre, mais ça va empêcher nous de faire bilan, que nous arrivions là sous scène parce que, pas oublier, de 86 à 2015, il y a un pile bouleversement dans le pays. Et c'est un arrivé, arrêté, nous avons dit garder le cap sur la agité ça qui était gagné depuis 86. Nous n'avons plus de projet, nous dit c'est construction et siège social, nous allons le faire dans le Juvénat. C'est bataille pour application et grille de salaire là, et puis c'est bataille pour offre publique d'éducation augmentée. C'est vraiment trois grosses batailles. Dans le cadre du mois de la diaspora, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger planifie pour la semaine prochaine la venue de 2 organisations, la RAFA et le Forum. Il sera question de débattre des sujets ayant rapport avec l'intégration de la diaspora dans la vie socio-économique du pays, explorer des pistes de solutions au blocage constaté dans le processus de création d'emplois et d'investissement en Haïti. Édouard Valmé est le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Ministre Olivier Pierre-Riche, la mission de proximité avec la diaspora, qui est passé dans le sud de la Floride, dans le week-end 27 mars. Le ministre a tout profité de rendre visite à la famille victime
terrible accident qui est arrivé dans l'église que compatriotes nous ont marché là-dedans, dans le sud de la Floride. Il était avec les familles victimes pour te supporter et pour les aider et à travers un moment difficile ça. Il a également rencontré la communauté dans New York. Et puis, le ministre Pierre va continuer le week-end de cabine là pour aller en République dominicaine. Et puis, finalement, dans le Canada, pour les travailler avec la diaspora, pour recueillir doléances et puis pour le côté de l'État central. Moi de la diaspora, mission moi de la diaspora, c'est pour maintenir une relation entre diaspora et Haïti. Mais but, c'est pour impliquer diaspora pour intégrer la vie nationale, tant sur le plan politique, financier et intellectuel. Moi de la diaspora, c'est occasion également pour le ministre avec l'équipe pour le prendre toute doléance que la diaspora a gagnée, pour évaluer, préparer un plaidoyer et puis remettre l'État central pour satisfaire les doléances. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Après Hillary Clinton dans le camp démocrate, c'est un nouveau candidat à la présidentielle américaine qui vient de se déclarer. Cette fois, chez les Républicains, Marco Rubio, ambitieux sénateur de Floride, se lance dans la course à la Maison-Blanche. On écoute l'annonce de sa candidature à Miami. Cette élection est un choix de génération pour savoir la direction que notre pays va prendre. Nous avons l'opportunité d'ouvrir le plus grand chapitre jamais écrit dans l'histoire de l'Amérique. Mais nous ne pouvons pas le faire avec les leaders et les idées du passé. Nous devons changer les décisions que nous prenons en changeant les personnes qui les prennent. Et c'est pourquoi ce soir, en m'appuyant sur les leçons de notre histoire et inspiré par les promesses de notre futur, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle des États-Unis. Et Marco Rubio est un hispanique conservateur, très bon orateur, connu pour son ambition. Notre correspondante à Miami, Marta Pessina, nous retrace son parcours. Marco Rubio est évidemment l'un des favoris au sein de l'électorat de Floride. Son principal atout, qui a été le fil rouge de sa carrière, c'est son origine cubaine et son combat contre le régime castriste. Marco Rubio a été élevé au sein d'une famille modeste d'immigrés cubains dans un quartier populaire de Miami. Il est parti de rien. Il a gravi les échelons petit à petit, débutant comme conseiller local pour finalement être élu en 2010 au Sénat contre des candidats beaucoup plus connus. Il incarne donc pour beaucoup d'électeurs hispaniques le rêve américain. Son dernier ouvrage autobiographique s'appelle d'ailleurs American Dreams. Clairement, sa connaissance du dossier cubain et son intransigeance vis-à-vis du régime castriste lui garantissent l'adhésion de la vieille génération des Cubains américains, mais il n'est pas forcément très populaire auprès des jeunes générations car son discours est jugé parfois trop conservateur et son positionnement ambigu sur l'immigration. Par exemple, il y a un mois, lors de la présentation de son livre dans une université de Floride, a été interrompu par des jeunes manifestants qui lui reprochaient justement de ne pas soutenir la voix des immigrés. Günter Grass, l'ancien prix Nobel de littérature, est mort ce lundi à l'âge de 87 ans. Il était l'écrivain allemand le plus connu à l'étranger dans la seconde moitié du XXe siècle. Homme de gauche, écrivain engagé et controversé, il avait reconnu en 2006 s'être engagé auprès de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui avait valu de vifs reproches. Laure Manin. C'est un écrivain qui ne laissait personne indifférent. Günter Grass était un auteur engagé de ceux qui ont façonné l'Allemagne d'après-guerre selon ses compatriotes. En 1959, son premier roman, Le Tambour, est un succès immédiat traduit dans le monde entier et adapté au cinéma. L'histoire évoque le fascisme ordinaire à travers le personnage d'Oskar Matzerath, un petit garçon qui refuse de grandir pour ne jamais ressembler aux adultes. Chat et souris, Les années de chien, Le Turbo, La rate, les œuvres de Günter Grass sont hantées par le nazisme et reflètent sa haine de l'oppression.
En 1999, l'Académie suédoise lui remet le prix Nobel de littérature, récompensant celui qu'elle décrit comme l'écrivain des victimes et des perdants. Une définition qui correspond bien à cet auteur fort en gueule, politiquement engagé à gauche et aux prises de position souvent polémiques. Pour Günter Grass, la réunification allemande est par exemple une annexion de la RDA par l'Allemagne de l'Ouest. En 2012, un de ses poèmes critique violemment Israël, qu'il taxe de menace pour la paix dans le monde. Mais le vrai séisme intervient en 2006 avec En épluchant les oignons. Dans cette œuvre autobiographique, Günter Grass confesse s'être engagé à 17 ans auprès des Waffen-SS. Un aveu qui lui vaut une pluie de critiques qui le taxent d'hypocrite. Souvent polémique, querelleur, empêcheur de tourner en rond, Günter Grass était vu comme la conscience morale de l'Allemagne. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.